Les récifs coralliens, c'est un peu comme la forêt d'Amazonie. C'est comme une barrière de protection contre la montée du niveau de la mer. 25% de la vie marine se trouve dans les récifs coralliens. La Terre n'a pas besoin de nous. Donc l'humanité, c'est elle qui disparaîtra, c'est pas la Terre. Pour le bien-être de l'humanité, il faut agir. Il n'est pas trop tard, mais il faut faire vite. Déjà, c'est une source d'oxygène impressionnante. Les récifs coralliens, c'est un peu comme la forêt d'Amazonie. Parce que les coraux, je ne sais pas si vous le savez, vivent en symbiose avec une algue. Cette algue fait de la photosynthèse, donc elle produit aussi de l'oxygène. Par l'algue, on capte le CO2. Et donc déjà, c'est une bouffée d'oxygène. C'est comme une barrière de protection contre la montée du niveau de la mer, les phénomènes extrêmes qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, parce que ça fait vraiment une barrière et donc ça évite à certaines îles d'être immergées, voire totalement disparaître. 25%, on va dire, c'est plus simple, de la vie marine se trouve, donc de la biodiversité marine de toute la planète, se trouve dans les récifs coralliens. Et encore un autre chiffre, rien que le tourisme rapporte 36 billions de dollars à l'industrie. Donc, si je parle volontairement chiffres, parce que malheureusement, pour convaincre, il faut qu'il y ait les chiffres derrière. Les coraux vont permettre aussi, et ça c'est la partie scientifique, de faire beaucoup de recherches fondamentales. Il y a beaucoup de médicaments, notamment anticancéreux, qui peuvent ressortir de cela. Bon, après, tout un tas de crèmes, un tas de drogues, un tas de médicaments, mais c'est quand même un axe de recherche biomédical vraiment important. Comme je vous l'expliquais, il vit avec une algue. Cette algue lui fournit la nourriture, lui fournit le gîte, parce qu'il est constructeur il est constructeur, donc il fabrique des structures calcaires énormes. Donc, lorsque les conditions du milieu sont défavorables, ça peut être un choc de température, ça peut être la pollution, ça peut être l'acidification des océans, ça peut être tout un tas de causes qui viennent perturber l'écosystème. Et bien, dans ce moment-là, les zooxanthelles, donc ces petites algues qui vivent avec les coraux, elles quittent le corail. Et si elles le quittent complètement, et qu'elles ne reviennent pas, parce que parfois il reste quelques tissus, et lorsque les conditions redeviennent un peu plus normales, elles réinvestissent le corail et il peut partir. Mais dans les épisodes qu'on a vus, c'est souvent un réchauffement important, comme El Niño, qui est passé et qui a fait des ravages, comme en Australie en ce moment. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de dégâts en Australie. Donc effectivement, s'ils blanchissent complètement, c'est les squelettes blancs que vous voyez, qui étaient vendus à l'époque pour faire joli. Et bien là, c'est la mort assurée du corail. Ce sont vraiment les conditions environnementales. Elles peuvent être naturelles, mais l'homme n'y est pas pour rien non plus. La surpêche également, parce que forcément, si on déséquilibre le système, il y a moins de plancton, parce que moins de poissons, parce que voilà, c'est ça quand je dis que le système s'effondre, c'est que chaque animal, chaque individu, chaque plante, chaque bactérie a son rôle. Donc, j'ai peut-être caricaturé en parlant d'effondrement, mais c'est pour dire que vraiment, ils ont tous leur rôle. C'est pas parce que nous sommes tout en haut de la chaîne alimentaire qu'on a le droit d'utiliser tout ça et de ne pas être nous-mêmes un élément de cet écosystème et de ces différentes espèces qui existent dans l'écosystème. Comme je le dis toujours, la Terre n'a pas besoin de nous. Donc l'humanité, c'est elle qui disparaîtra, c'est pas la Terre. Donc pour le bien-être, s'il faut être égoïste, le bien-être de l'humanité, il faut agir. Il faut agir pour que l'espèce humaine persiste, sinon ne persistera plus, tout simplement. C'est vrai que les grands spécialistes disent que si rien n'est fait et que si la température de l'eau monte de 2 degrés, en 2100, il n'y aura plus de récifs.
Mais si on n'avait pas espoir, ben, je ne serais pas en train de vous parler de tous les projets qu'on est en train de monter, hein. Je dis qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais il faut faire vite. Et c'est pour ça que, oui, l'état des récifs est inquiétant, mais ce qui est quand même réconfortant, c'est qu'il y a quand même certaines zones du monde où ils vont très très bien. Le discours alarmiste n'est pas pour être alarmiste. Le discours alarmiste, il n'est pas là. C'est un discours factuel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Mais ce n'est pas irréversible. C'est pour ça qu'il y a tellement de campagnes, indépendamment de ça, contre le plastique, contre la pollution. Il faut agir à tous les niveaux. Et c'est pour ça que nous travaillons aussi bien, comment dire, avec le plus petit qu'avec le plus grand. Nous avons besoin des citoyens, nous avons besoin des scientifiques, nous avons besoin de tous les sympathisants. Et l'effort, d'ailleurs, ne doit pas se faire que dans les océans, parce que tout part à l'océan. D'ailleurs, il y a je crois, je sais pas si c'est, oui, c'est à Monaco que j'ai vu ça. Ça doit exister dans plusieurs villes. Dans une bouche d'égout, il y a une flèche marquée la mer commence là. Parce que, où que vous soyez, même au fin fond du haut d'une montagne, ce que vous jetez à terre, tôt ou tard, finit dans les océans. Mon métier a totalement changé. C'est une très bonne question parce que notre métier a totalement changé. D'abord, moi, j'étais dans l'aquaculture au début. Donc, il fallait produire un maximum de poissons dans un minimum d'eau parce que ça devait être rentable. Voilà. Donc, je ne suis pas restée longtemps. Au départ, notre mission, c'était effectivement de faire connaître les océans et c'était plus un travail de conservation et d'éducation, mais je dirais pédagogique. On travaille avec les écoles, on donne des cours, des conférences. Mais c'est ça, c'était ça notre métier, quoi. Hein. C'était pas autre chose. C'était l'époque où on inventait tout un tas de nouvelles technologies. À l'époque, je vous donne un exemple tout bête. On prenait la température juste avec un petit thermomètre. On se disait ouais, tout va bien, et voilà. Et ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que maintenant, on ne fait plus que de la science. Ça ne suffit pas. On fait ce que j'appelle de la médiation. Voilà, tout à fait ce dont je vous parle. On fait des projets de conservation. Mais notre métier a réellement changé parce que la mission est devenue urgente. On ne pensait pas. Et quand j'ai démarré au musée, je ne pensais pas du tout au danger que couraient je l'avoue franchement, que couraient les océans. On était encore dans cette époque où tout va bien, où on consomme. Par contre, l'amour de l'océan était là, le fait de le faire aimer, le faire connaître, c'était là, expliquer son importance, c'était là, mais l'urgence de la situation n'est apparue que plus tard. L'aire marine protégée, c'est vraiment aussi la solution. Alors, une aire marine protégée, c'est très complexe parce qu'il y a plein de degrés d'aire marine protégée. On a les aires marines, je vais dire simples, hein, totales, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'accoster, pas le droit de pêcher, pas le droit d'y aller, rien du tout. D'autres où on peut accoster mais pas pêcher, d'autres, enfin il y a de tout selon les pays. Oui, c'est une solution très très importante. Et d'ailleurs, lorsqu'on a travaillé sur le conservatoire, on met ça comme priorité. Ce qui est formidable dans la mer, c'est qu'elle a un pouvoir de résilience incroyable. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant le premier confinement. Je ne sais pas, vous n'habitez pas près de la mer, je ne sais pas où vous êtes, mais c'est juste hallucinant. On voyait des dauphins, mais bon, on sait qu'il y a des dauphins en Méditerranée, pas très loin, mais là, partout. L'autre jour, j'ai vu une chasse de thon, juste sous ma fenêtre. Donc, quand même, dès qu'on lui fiche la paix, elle revit. Donc, les aires marines, c'est très important. C'est effectivement une des priorités. D'ailleurs, je travaille sur un projet sur les aires marines protégées de Méditerranée grâce à un réseau d'aquariums pour pouvoir donner des financements durables. Parce que l'aire marine, elle est limitée, mais les poissons et la biodiversité qui revient, elle sort. Elle ne reste pas confinée en disant, ça, il y a une barrière, je ne vais pas plus loin. Donc oui, c'est une solution absolument indispensable, hein, c'est certain. Mais effectivement, quand je parle des coraux, il y a aussi des récifs coralliens qui sont protégés avec des réserves. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant face au changement climatique. Parce que si je prends une réserve corallienne, et si on a ces 2 degrés, ou alors une pollution massive, ils vont subir le même sort.
Ils vont juste subir le même sort. Ils n'auront pas le problème de la surpêche, du stress des bateaux qui y sont, du tourisme qui est massif, d'accord. Mais les conditions du milieu ne changeront pas parce qu'il y a une aire marine protégée. Ce que fait l'aire marine protégée, c'est qu'elle augmente la biodiversité, c'est qu'elle protège la biodiversité. Et ça, c'est tout aussi primordial que, effectivement, diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc oui, c'est une arme hyper importante, mais il n'y a pas une arme meilleure que d'autres. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut, je reste optimiste parce qu'il y a, après plein de sujets que je ne connais pas forcément, mais il y a des actions à absolument tous les niveaux, tous les niveaux. Et il ne faut pas dire celle-là, elle est plus efficace que l'autre. Non, c'est les deux ensemble qui sont importantes. Je crois que je suis tout simplement de la génération Cousteau. Je regardais effectivement toutes les émissions liées à Cousteau, ça m'a fait rêver, totalement rêver. La biologie, d'une manière générale, m'intéressait beaucoup plus. Donc, mais moi, je voulais comprendre. C'est pas comment, il y a différents types d'océanographes, hein, et l'océanographie physique, toutes sont importantes. Moi, je voulais connaître et comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui y vit. Et voilà, je ne peux pas dire s'il y a eu un élément déclencheur, mais c'était très, très jeune, hein, vraiment très jeune. Je voulais faire de la plongée et j'ai eu la chance, comme je vous le dis, c'était la Tunisie des années 70. Il n'y avait pas de club de plongée et donc c'est créé l'association de jeunes avec le premier club de plongée tunisien. Duquel j'ai fait partie, donc j'étais la seule femme. Et après, en venant ici, cette passion, en connaissant de mieux en mieux le milieu, ça n'a fait que croître, croître et croître, et je devrais refaire la même chose. C'est ce qui me passionne. D'ailleurs, le temps que j'ai de libre, je suis dans l'eau. Si je ne plonge pas, je nage tout le temps, été comme hiver. J'ai besoin de cet élément. J'ai besoin, voilà, de regarder la vie qui est là-dedans. Si j'avais pas été un être humain, j'aurais été poisson.